Que va faire le Parlement catalan, puisque c'est à lui que Carles Puigdemont a donc laissé le choix de sa réponse à ce que s'apprête à faire Madrid. Les projets du gouvernement espagnol, ils sont connus depuis plusieurs jours maintenant. Demain, les sénateurs devraient voter en faveur de l'application de l'article 155 qui consiste donc à suspendre l'autonomie de la Catalogne. Tout ça, on en parle avec Antoni Sfez. Vous êtes membre chercheur à l'école des hautes études hispaniques et ibériques. Édouard Salsaz, vous êtes avocat au cabinet Squire, Patton & Boggs, spécialiste de l'arbitrage international au barreau de Paris et de Madrid. Christophe Barret, vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne, auteur de Podemos pour une autre Europe, paru aux éditions du CERF. Et puis avec nous, en direct de Madrid, Mélina Huette, notre correspondante. On va peut-être d'abord revenir d'un mot sur cet article 155, puisque Madrid veut donc à la fois destituer l'exécutif indépendantiste catalan, mettre sous tutelle sa police, son parlement, ses médias publics, pour 6 mois, le temps d'organiser dans la région des élections pour tout remettre à plat. Alors que prévoit justement cet article 155? La réponse en images avec Christophe Dancette. L'Espagne est un pays très décentralisé. La Constitution confère à 17 communautés autonomes des pouvoirs étendus en matière de santé, d'éducation ou encore de sécurité. Mais le texte de 1978 institue aussi un garde-fou, un article qui permet au pouvoir central d'intervenir directement dans les affaires d'une région en cas de crise. Il s'agit du fameux article 155. Si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d'autres lois lui imposent, ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné. L'article est court et relativement imprécis. Dans son alinéa 2, il précise simplement que le gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des communautés autonomes. Il reste donc assez flou, surtout qu'en près de 40 ans, il n'a jamais été appliqué. Mais pour ce spécialiste, le gouvernement pourrait faire appel à un certain nombre de mesures réduisant l'autonomie de la Catalogne. Cela irait du domaine économique au contrôle de la police autonome, ou encore le contrôle de certains aspects institutionnels. Une chose semble acquise, les mesures de l'article 155 déclenchées pour la première fois samedi dernier sont prévues pour une durée de 6 mois, le temps d'organiser des élections régionales en Catalogne. Mélina Huette, cet fameux article 155, il donne le pouvoir de placer les institutions de la Catalogne sous tutelle, notamment les fonctionnaires, les enseignants qui pourraient être suspendus ou remplacés. Est-ce qu'on est là face au spectre d'une chasse aux sorcières ou c'est du domaine du pur fantasme ? C'est un petit peu tout l'enjeu de demain, puisque les mesures qui ont été adoptées en Conseil extraordinaire des ministres sont assez fortes. Effectivement, vous l'avez dit, il y a à la fois une mise sous tutelle, en tout cas une volonté de voir Carles Puigdemont démis de ses fonctions, ainsi que son vice-président, Oriol Junqueras, la totalité de ses ministres régionaux, une administration qui ne serait plus qu'une organisation administrative ordinaire, qui prendrait ses ordres directement depuis Madrid, et puis un Parlement catalan, je l'ai dit tout à l'heure, vidé de sa substance, ou en tout cas de son pouvoir d'initiative. Il y a aussi ces médias catalans dont on souhaite prendre le contrôle, et puis les Mossos d'Esquadra, la police catalane. On parlait de la bataille de l'image tout à l'heure. C'est là en fait que finalement tout va se jouer. Si les personnes en Catalogne, si les indépendantistes refusent coûte que coûte de laisser la place à Madrid, ou en tout cas à leurs représentants, eh bien on verra comment Madrid réagit. S'ils emploient de nouveau la force, comme ça a été le cas le 1er octobre, on peut être sûr que de nouveau ils vont perdre cette bataille de l'image. Si on voit des renforts policiers envoyés par Madrid, comme ça a été le cas le 1er octobre. On rappelle qu'il y a eu 10 000 forces de police supplémentaires envoyées par le gouvernement de Mariano Rajoy en Catalogne, des gardes civils, une police nationale, avec les conséquences que l'on sait. Eh bien, tout cela va avoir un impact, encore une fois, sur la perception que l'on a de la crise entre la Catalogne et Madrid. Donc finalement, tout va se jouer également dans cette mise en place de ces mesures demandées par Madrid. Merci Mélina Huette. Avec nous en direct de Madrid, Antoni Sfez. Est-ce qu'il y a un risque de délit de conscience d'une certaine manière pour ces fonctionnaires catalans tiraillés entre une double allégeance finalement, d'un côté aux autorités indépendantistes de la Catalogne et de l'autre à l'État central de Madrid ?
Je crois qu'il faut relativiser l'application de l'article 155. Effectivement, c'est un article important. C'est un article qui permet d'instaurer un état d'exception en Catalogne. C'est un état d'exception. Un état d'exception, c'est quoi? C'est la suspension de certaines garanties constitutionnelles, comme l'état d'urgence en France, sauf que c'est un état d'exception particulier, parce qu'il ne suspend les garanties que celles qui sont relatives à l'autonomie de la Catalogne. Donc on ne peut pas porter atteinte aux libertés publiques en appliquant cet article-là. Et pour l'instant, ce qui est prévu dans l'article 155, tel qu'il est présenté au Sénat, c'est deux choses essentiellement: la dissolution du gouvernement de Catalogne et, deuxièmement, la limitation des attributions du Parlement de Catalogne pour l'empêcher d'adopter certaines lois et de continuer dans le processus sécessionniste. Donc ça ne touche pas du tout à la question de l'éducation pour l'instant. Peut-être qu'on présentera un autre projet au Sénat pour aller dans ce sens-là, mais pour l'instant, ça ne touche pas du tout à ça. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas si l'article 155 est constitutionnellement applicable, en l'occurrence, puisque c'est la pratique qui donne la validité et l'interprétation en réalité d'un article constitutionnel. Or, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de précédent. Mais une chose est certaine, c'est que le tribunal constitutionnel espagnol, qui est un tribunal qui va plutôt dans le sens pour l'instant de l'État. Politique, disent les Catalans, hein. Pas les indépendantistes catalans. Pas moins non plus que n'importe quel tribunal constitutionnel en Europe, je pense. Et si il venait être appliqué, je ne pense pas que le tribunal constitutionnel considère que ce soit inconstitutionnel que de dissoudre le Parlement ou de faire ce qui est prévu. Édouard Salsas, vous êtes d'accord? Il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, il y a des garanties quand même institutionnelles fortes, ou bien est-ce qu'ils doivent avoir peur, ces fonctionnaires qui, jusqu'à présent, pour certains, eh bien, ont ouvertement fait état de leur préférence pour une Catalogne indépendante? Je pense que peut-être c'est pour des formations professionnelles, mais moi je tiens quand même à la lettre des articles, et l'article 155 n'institue pas un état d'exception. Ça, c'est un autre article de la Constitution qui institue l'état d'exception. L'article 155 habilite le gouvernement central à donner des instructions directement aux administrations autonomes. Donc, il ne l'habilite pas à destituer un gouvernement nommé par un Parlement. Il ne l'habilite absolument pas à empiéter sur le pouvoir législatif autonome. Il ne l'habilite pas du tout non plus à intervenir sur toutes les compétences, que c'est ce que le gouvernement a annoncé. C'est sous réserve évidemment de ce que le Sénat va approuver. Mais finalement, c'est une application très extensive et une interprétation très très souple de cet article 155. Et pour comprendre l'article 155, certes, il y a la pratique nous permet de savoir comment on doit s'appliquer, mais il faut aussi s'intéresser aux travaux préparatoires. Et justement, pendant les travaux préparatoires de la Constitution de 78, le Parti populaire à l'époque, qui s'appelait Alianza Popular, mais que c'est le même parti que le Parti populaire, avait proposé un amendement à la rédaction actuelle de l'article 155, qui était justement ce que le Parti populaire veut faire maintenant, c'est-à-dire une intervention directe, pouvoir destituer le gouvernement, pouvoir intervenir le Parlement autonome. Et cet amendement, en 78, a été rejeté par les socialistes, par tout le monde, et donc finalement n'a pas été inclus dans la Constitution. Donc finalement, on ne sait pas comment l'article 155 dans sa rédaction actuelle doit être appliqué, mais en tout cas, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que la volonté du législateur n'était pas de l'appliquer de cette façon. N'était pas. Et donc, vous dites que le gouvernement va d'ores et déjà dans ses intentions, au-delà de ce qui est prévu par les textes, en tout cas à la fois de la lettre et de l'esprit, c'est ce que vous dites. Je pense que finalement, ce qu'on a, c'est on dit le tribunal constitutionnel validera ça, mais bon, ce n'est pas parce que c'est validé par un tribunal constitutionnel que finalement, on peut pas avoir une autre opinion. Christophe Barré, le gouvernement est en train d'outrepasser le mandat que lui donne la Constitution. C'est vrai que là, le camp indépendantiste est en train de prendre position sur le plan juridique. Les unionistes diront de l'autre côté que la loi de déconnexion qui a été votée début septembre en Catalogne est aussi un petit peu à sa manière une loi d'exception. Oui, donc celle qui prévoyait le référendum. Voilà, c'est vrai que quand la patrie est en danger, on prend un petit peu tous les droits. Il y a quand même une mise sous contrôle du pouvoir judiciaire par le gouvernement de cette nouvelle République catalane. Les médias aussi sont concernés par ce droit de regard de la loi de déconnexion. L'état de droit n'est pas garanti par les institutions catalanes. La loi de transition catalane approuvée par le Parlement catalan était certainement notre article 16, très limite. Très limite. Il y a la possibilité de gouverner pour le président catalan de gouverner par décret. Donc c'est aussi quelque chose. C'est aussi un combat juridique pour ses opposants. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que dans les administrations catalanes, il y a déjà des syndicats au ministère de la
culture et puis au ministère de l'éducation, de fonctionnaires qui ont dit qu'ils n'obéiraient pas et qu'ils obéiraient aux dirigeants légitimes. A fortiori, à contrario, les indépendantistes aussi dénoncent, les unionistes, dénoncent des listes d'espagnolistes, de fonctionnaires espagnolistes qui commenceraient à circuler dans les coins indépendantistes. Donc on est au milieu de cette désobéissance civile dont on va voir à qui elle va profiter, mais il est évident qu'il faut compter sur une chose aussi, la perte de poids de l'État et des fonctionnaires de l'État espagnol en Catalogne, qui représente qu'une infime minorité des fonctionnaires catalans. L'État central espagnol il est absent de la Catalogne aujourd'hui, et c'est là-dessus bien sûr que le mouvement indépendantiste peut jouer et s'imposer. Ils sont catalans eux aussi, mais français, et ils font part de leur soutien aux Catalans du Sud. Brice Lafontaine, bonjour, vous êtes porte-parole d'Unitat Catalana. Peut-être avant de venir sur les rapports que vous entretenez à titre personnel et puis, je dirais, organique entre vos mouvements avec le Parti démocrate européen catalan de Carles Puigdemont, quand vous entendez effectivement qu'il y a eu sans doute des dérives constitutionnelle, ou en tout cas dans l'interprétation de l'état de droit, peut-être des deux côtés, à la fois dans l'interprétation extensive qui pourrait être faite demain de l'article 155, mais aussi dans la manière dont les indépendantistes catalans et les autorités de la Généralité de Catalane ont début septembre convoqué ce référendum. Quelle est votre réaction ? Oui, bonsoir. Effectivement, c'est toujours à relativiser, puisque le tribunal constitutionnel, j'entendais un des intervenants qui disait que toutes les cours constitutionnelles au monde en général sont politisées. Il faut rappeler quand même que ce tribunal a été complété par des personnes spécifiquement parce qu'elles avaient pris position contre le mouvement catalan. Donc depuis des années, le tribunal est constitué spécifiquement contre les Catalans. Il faut prendre ça en considération. Donc évidemment, quand les Catalans suivent une procédure totalement légale, évidemment, dans le droit espagnol et dans le droit catalan, ils suivent la procédure en votant des lois pour le référendum, etc. On se retrouve au bout d'un moment face à un tribunal constitutionnel politisé, mais bon, je viens imaginer que même s'il n'était pas politisé, il serait contre l'indépendance catalane et donc aurait jugé cette procédure anticonstitutionnelle. On se retrouve quand même face à une situation totalement politisée, c'est-à-dire le PP au pouvoir qui a l'appui du tribunal constitutionnel, face aux Catalans qui, eux, par contre, ont une diversité de représentation. Là, on parlait de la réunion du 6 septembre du Parlement catalan, en l'absence d'un certain nombre, une cinquantaine d'élus de l'opposition. Ça n'a pas empêché le Parlement de convoquer ce référendum. Mais c'était dans la légalité la plus totale. Enfin, je veux dire, à aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit que c'était illégal. Si, ça, Madrid l'a dit. Enfin, ça, et y compris d'ailleurs des opposants. Ciudadanos considère que c'est illégal. Enfin, je veux dire, il y a quand même l'opposition au Parlement catalan qui n'a pas considéré que la légalité avait été respectée. Entre ce qu'on considère et la réalité, il y a toujours autre chose. Oui, chacun sa réalité, c'est ça. Et en l'occurrence, l'occurrence, il n'y a que le tribunal constitutionnel qui considère que c'est illégal, et les autres, par contre, les tribunaux qui sont l'équivalent de l'administratif en France, eux, par contre, n'interviennent pas. Donc là, c'est systématiquement le tribunal constitutionnel. Donc il faut mettre les choses dans le bon ordre. En l'occurrence, les Catalans suivent une procédure légale au niveau local qui, à chaque fois, comme on dit en catalan, retoquée au niveau de l'État. Brice Lafontaine, vous vous êtes dit prêt à héberger Carles Puigdemont au cas où il soit contraint de fuir la Catalogne. C'est ce que vous craignez ? Alors, je lui ai proposé au mois d'août, donc vous voyez, c'était quand même avant de nombreux événements, lors d'une réunion à laquelle ce n'était pas à l'ordre du jour, c'était une réunion privée, et je lui ai proposé personnellement, en plus, et évidemment les membres d'Unitat Catalana qui m'accompagnaient ont abondé dans ce sens. Il a de suite dit clairement que lui ne se positionnait pas dans cette perspective, puisqu'il assume totalement le fait d'être président d'un peuple qui aspire à l'indépendance et qu'à ce titre, s'il doit aller en prison, s'il y a un risque pour lui, quel qu'il soit, il l'assumait. En revanche, ce que nous sommes prêts à faire, c'est mettre à disposition, c'est organiser, nous l'avons déjà fait aux moyens les plus sécuritaires possibles, avec des applications cryptées, etc., pour avoir un certain nombre de logements, de biens également, ça peut être de la logistique, ça peut être des bureaux éventuellement. Comme il y a eu la Généralitat en exil jusqu'aux années 70, ou en 77, elle a été reconstituée à Perpignan. Donc nous sentons une certaine responsabilité pour organiser ça, même si le président lui-même dit qu'il n'utilisera pas les moyens que nous mettons à disposition. Mais bon, il y a des risques également pour leurs proches. On l'a vu avec deux personnalités des mouvements sociaux qui ont été mis en prison pour un positionnement purement politique. Vous pensez que s'il le souhaitait, la France serait prête à lui accorder l'asile politique ?
Pas du tout. J'en suis convaincu même du contraire. C'est pour ça que nous le faisons de manière secrète. C'est-à-dire que nous avons énormément de propositions sur Facebook, notamment de gens qui nous disent qu'ils mettent à disposition des maisons, des locaux. Ces gens-là, nous les refusons d'office et nous ne prenons en considération que les demandes qui sont formulées soit de vive voix, soit de manière cryptée, de sorte à ce que si un jour il devait y avoir des recherches par les renseignements, ça ne puisse pas être retrouvé, parce que nous savons évidemment que la France soutient Rajoy, et de manière d'ailleurs, permettez-moi de le dire, assez scandaleuse, que c'est sans réserve, même au regard des violences qui ont été perpétrées lors du référendum. Donc, étant donné que la France n'émet pas de réserve, nous prenons toutes les précautions possibles. Brice Lafontaine, vous espérez, vous attendez que le Parlement catalan, dans les prochaines heures, cette nuit, peut-être demain matin, proclame l'indépendance de la Catalogne? Alors, moi-même, je me rendrai au Parlement dès demain matin pour assister justement à la session, et je pense effectivement que nous allons dans ce sens, mais bon, il y a tellement de rebondissements qu'il est impossible de prévoir même maintenant, parce que je pense que même Carles Puigdemont ce matin pensait autre chose que ce qu'il a fait cet après-midi, tout simplement parce qu'il y a tellement de changements, il y a tellement de différentes possibilités qu'il est impossible de savoir. Alors, nous nous orientons là-dessus, parce qu'il a dit lui-même qu'il transmettait au Parlement en fonction de la réaction de l'Espagne, c'est-à-dire la contrainte maintenue, et en fonction du mandat que le peuple avait donné, c'est-à-dire l'indépendance pour le Parlement. Donc il transmet au Parlement la décision, et il semblerait que nous orientons vers une déclaration d'indépendance. Oui. Merci Brice Lafontaine d'avoir livré votre témoignage et donné votre avis sur cette question. Merci à vous. Christophe Barré, vous vouliez réagir, vous me disiez c'est très intéressant. Oui, parce que c'est un récit qui s'inscrit dans une histoire, celle de la Catalogne, et qui a une légitimité pour les indépendantistes plus importante, plus forte que Madrid, pour parler au nom de la démocratie. Oui. Cette généralité, elle a été instituée sous la Seconde République espagnole, et donc c'est de cette ancienneté démocratique par rapport à l'État espagnol que le mouvement indépendantiste aime à se réclamer. Comment expliquez-vous que ça paraissait complètement dans ce discours. Cette revendication d'indépendance, elle ne semble pas exister, en tout cas pas avec la même vigueur, en territoire français? On ne sait pas. Moi, je m'est arrivé d'aller à la Diada, de voir des autobus affrétés par le Conseil général du département du sud de la France. Donc parce que c'est une manifestation traditionnelle qui remémore un grand moment historique. Mais on ne sait pas. Il y a de l'irrédentisme, et pas uniquement pour la Catalogne française. Il y en a pour les Baléares, pour la communauté de Valence, Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en inquiéter, et si nos gouvernants sont prudents, c'est parce qu'ils sont au courant de ces susceptibilités régionales ou de ces irrédentismes qui peuvent réapparaître. Édouard Salsas, pour vous, la France, elle a un rôle à jouer dans cette crise. Elle peut éventuellement contribuer à apaiser les tensions des deux côtés. On voit que pour l'instant, en tout cas, dans la bouche d'Emmanuel Macron, il n'y a qu'une seule voix qui porte, c'est celle de Mariano Rajoy. Il n'est pas question, évidemment, de accéder aux revendications indépendantistes de telle ou telle région. C'est aussi parce qu'on a peur peut-être ici que ça crée des suicides d'évocation. Je pense que tout le monde est fruit de son histoire, et donc l'histoire de la France, c'est une histoire de centralisation, et c'est d'ailleurs pour ça que le catalanisme, on va dire, en France a beaucoup moins de puissance qu'en Espagne. Finalement, la France, elle s'aligne avec l'Espagne, et c'est tout à fait normal. Ça rentre dans la logique politique de la construction politique de l'État français. Par contre, je pense qu'il devrait y porter quand même un intérêt un peu plus approfondi, dans la mesure où la Catalogne partage une frontière avec la France. Donc finalement, il faudrait quand même qu'il s'intéresse un peu plus aux nuances du problème, et peut-être abandonner cette espèce d'alignement aveugle avec la position de Mariano Rajoy qui s'est avéré ne pas être le meilleur gestionnaire de crise territoriale en Espagne. Et donc finalement, peut-être la France aurait pu jouer ce jeu, et finalement ce rôle, mais finalement ils y ont clairement renoncé. Est-ce que proposer un dialogue, proposer éventuellement une médiation, ce n'était pas, Antoni Sfes, d'une certaine manière, mettre déjà une pierre dans le jardin de Madrid, en donnant l'impression de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un partenaire? Absolument, je ne pense pas que ce soit le rôle de la France, et encore moins le rôle de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas du tout contre l'idée que les catalanistes, l'indépendantisme catalan puisse mener son processus et rompre la légalité constitutionnelle espagnole, parce que je pense que la question qu'il faut se poser, toujours dans ce type de processus qui sont
proprement révolutionnaire. C'est pas la question de la légalité, c'est la question de la légitimité. Donc débattons sur la question de la légitimité. Pour vous, 43% de participation à un référendum d'autodétermination, ce n'est pas légitime. Ça ne donne pas les bases suffisantes pour décréter ou proclamer un processus par définition irréversible qu'est l'indépendance? Non, parce que, c'est-à-dire qu'eux, ils ont demandé un référendum, un vrai référendum depuis plusieurs années, on ne leur a pas concédé. Et leur mandat... À qui la faute alors au final? À Madrid qui n'accorde pas les possibilités du référendum ou à Barcelone qui s'entête, qui le fait quand même et qui derrière s'apprête à proclamer l'indépendance? Je pense que Madrid aurait pu présenter les choses autrement et arrêter de s'arc-bouter comme ils le font depuis plusieurs années derrière la Constitution. La Constitution, ce n'est pas des écritures saintes. On peut les interpréter différemment, on peut l'interpréter différemment, on peut la réviser. Il y a des procédures qui sont prévues de révision constitutionnelle. Et si on avait fait... Une lecture plus anglo-saxonne de cette question? Plus anglo-saxonne, je ne sais pas, mais en tout cas plus fédérale de cette question et plus multinationale de cette question. Si on avait accepté le statut d'autonomie de la Catalogne de 2006 et si le tribunal constitutionnel à cette époque-là n'avait pas rendu cette sentence que beaucoup ont considérée comme scandaleuse et un véritable coup d'État, et c'est vrai que c'était une sentence qui était assez, à mon avis, discutable, on aurait été tranquille en Catalogne pendant 2 générations. Et là, il y a eu cette impasse, cette involonté, cette absence de volonté de la part des institutions espagnoles de sortir du dialogue formaliste. Et ça, je pense que c'est une erreur, mais les Catalans font la même aujourd'hui. Les Catalans, aujourd'hui, refusent d'assumer ce qu'ils font et se cachent derrière la formalité pour éviter d'avoir à assumer les conséquences politiques de ce qu'ils font. Donc, que les deux reprennent le dialogue politique, je pense que ça serait une possibilité, mais le problème, c'est que derrière, il y a des conceptions extrêmement fortes. Oui. C'est la question de la souveraineté nationale de l'Espagne ou de la Catalogne qui est derrière tout ça. Et voilà, et on va savoir sans doute dans les prochaines heures quel va être l'avenir immédiat de cette province encore autonome à l'heure qu'il est, la Généralité de Catalogne. Pas sûr évidemment qu'une éventuelle proclamation d'indépendance suivie de l'article 155 par Madrid puisse évidemment maintenir ce degré d'autonomie dans les prochaines heures. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Merci à vous Christophe Barret, merci à Édouard Salsas et à Anthony Sfès. Merci également à Mélina Huette qui était avec nous en direct de Madrid. L'actualité continue sur France 24. On va reparler bien sûr de la situation de la Catalogne. C'est tout de suite un œil sur les médias. Voilà la situation en Catalogne vue du net, c'est avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël, bonjour. Et donc Carles Puigdemont a finalement décidé de ne pas convoquer d'élections législatives anticipées en Catalogne. Oui, pas de garantie suffisante selon Carles Puigdemont de la part de Madrid. Madrid qui, dans la journée, s'était dit prête à suspendre la mise sous tutelle de la région si un scrutin régional anticipé avait lieu. Et en milieu de journée, eh bien, il y avait aussi devant la Généralité les partisans de l'indépendance qui étaient même prêts à y dormir chaque nuit jusqu'à ce que l'indépendance soit proclamée, comme nous l'informait notre envoyée spéciale Karina Chabour, avec ses photos sur son compte Twitter. Autre image, celle de ces étudiants qui étaient rassemblés toujours à Barcelone pour protester contre la mise sous tutelle de la Catalogne, et on pouvait lire notamment sur cette banderole, mais sur d'autres aussi, non à la répression franquiste, ou alors ici, étudiants contre le fascisme. Alors une journée faite de nombreux suspens et d'indécisions. En témoigne par exemple ce compte Twitter de Antonio Bagnos. Il y a eu un report, on le sait, une annulation, puis finalement une allocution. Antonio Bagnos, ancien leader du CUP, le parti indépendant, un parti indépendantiste, il a changé en fait la tête de Carles Puigdemont de son photo de profil au fur et à mesure et au rythme des tournures, compris les événements dans la journée. Je vous rassure, au final, elle est même redevenue droite. C'est même Felipe VI, le roi Felipe VI, qui est maintenant à l'envers pour sa photo de profil. Alors, une situation qu'ont bien du mal à comprendre les journalistes sur place. En témoigne, alors pas seulement aujourd'hui, mais depuis le début de la crise, comme en témoigne cette illustration de Grand 8, tweetée par un journaliste de la FP, être journaliste en Espagne aujourd'hui, illustration, ou comme le fait aujourd'hui aussi, notre journaliste, envoyée spéciale Mélina Huette, qui a retracé tous les épisodes de la crise catalane depuis son début, à la manière un petit peu d'une série télévisée. Et on en est justement à l'épisode 57, où il n'y a pas donc d'élection régionale anticipée. Alors concrètement, justement, où en sommes-nous? Déplore plus sérieusement cet internaute. Eh bien, pas très loin. Les dirigeants eux-mêmes ne le savent pas, nous dit-il. Quelle blague! Alors cette situation
situation en Catalogne interpelle aussi de l'autre côté des Pyrénées, en France donc, puisque hier avait lieu la première réunion du comité de solidarité catalane à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Des associations catalanes en France qui veulent organiser la solidarité, informer sur ce qui se passe, mais aussi collecter des fonds pour venir en aide, par exemple, aux prisonniers politiques et à leurs familles. Pour eux, ils prennent l'exemple de deux prisonniers politiques, Jordi Sanchez et Jordi Cuixart, qui ont leader de deux associations indépendantistes qui ont été emprisonnés lundi pour sédition, dont l'organisation par exemple de Òmnium Cultural, l'une des deux associations. À quoi ressemble donc l'indépendance de la Catalogne? Eh bien, à ce dessin, nous dit cet internaute. À gauche, où allons-nous? Eh bien, aucune idée. Ceux qui sont devant devraient le savoir. À droite, où allons-nous? Eh bien, demandez aux autres. Alors, selon les traducteurs, c'est soit ceux qui nous poussent ou ceux qui sont en colère. Ce dessinateur allemand avait sa petite idée. En voulant activer l'article 155, Mariano Rajoy reçoit un cadeau du passé, le spectre de la guerre civile. Enfin, pour conclure, ce bon mot de journaliste, la Catalogne n'est pas sortie de l'auberge espagnole, forcément en référence au film de Cédric Capuche, évidemment. Merci beaucoup, Anthony. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous, à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.